Elle est partout, dans nos téléphones, nos réseaux sociaux, dans les enquêtes policières et la plupart des procès. La vidéo, d'origine professionnelle ou privée, a fait sa place dans toutes les sphères de nos vies. La vidéo, c'est l'image c'est la vérité. Ça fait partie des éléments techniques que tout enquêteur aujourd'hui doit maîtriser, doit penser. C'est pas la preuve absolue, c'est pas un ADN. Le pouvoir de l'image, il est fabuleux. Désormais, pas un événement, une manifestation sans retrouver par la suite des images sur la toile. À Rouen, une cellule spéciale d'enquête a été créée pour analyser ce flux. Pour faire face à la montée des actes de violence des Gilets jaunes, 8 policiers arpentent le web depuis janvier. Leur objectif ? Retrouver les auteurs de délits. Ils peuvent visionner jusqu'à 100 fois une vidéo, comme celle de l'agression des journalistes de LCI, et la décortiquer image par image. On voit beaucoup de choses. Celui-là, avec la tenue bleue, jogging bleu avec les bandes. Donc le jeu, ça va être en fait de pouvoir travailler sur cette tenue et peut-être en amont retrouver cette personne avec le visage découvert. On va aussi pouvoir établir des connexions entre chaque personne qui se trouve sur la manifestation, pouvoir identifier tout un groupe par exemple. Pour cette affaire, les enquêteurs ont travaillé sur 12 vidéos captées dans des angles différents. Elles permettent de démêler le vrai du faux. Les individus essayent de repousser les autres pour que les journalistes puissent partir. Alors c'est vrai que sur la première vidéo, on a l'impression qu'ils font partie de l'agression, ce qui n'est pas le cas. Ce travail de fourmi, couplé à l'identification sur le terrain, a permis de retrouver 6 des 10 agresseurs des journalistes, mais aussi d'autres fauteurs de troubles. On a présenté donc 16 personnes à la justice sur des faits assez graves. L'incendie de la Banque de France dans un premier temps. Ensuite, on a eu les auteurs de l'incendie d'une agence de la Caisse d'épargne. Ensuite, nous avons eu l'agression des journalistes de LCI. Et là, on a présenté effectivement des gens qui seront jugés le 10 avril. Sans cette cellule, on les aurait retrouvés, mais pas aussi vite. Entre le droit à un procès équitable et le droit à l'image, ces vidéos, souvent prises à l'insu des protagonistes, peuvent-elles être utilisées lors d'un procès? Dans la loi pénale, la preuve est libre. Les vidéos, les images, les enregistrements sonores sont des preuves comme les autres. On peut se dire, ouais, moi je n'ai pas consenti à ce que mon image soit ainsi enregistrée, ainsi captée, et donc je considère que cette preuve est illicite. Et la Cour de cassation a considéré que pas du tout, même si c'était une preuve obtenue de manière déloyale, cette preuve elle est soumise au débat. Dans le monde juridique, on estime même que la vidéo est devenue la reine des preuves. Elle a supplanté l'aveu et l'ADN, une souveraineté qui a pourtant ses limites. Pour Valérie Giard, avocate, la vidéo n'est pas toujours suffisante. D'autres preuves comme le témoignage sont parfois nécessaires pour corroborer les faits. Et en cas de contestation des images par le prévenu, c'est l'intime conviction du juge qui permettra de trancher. Il faut alors se méfier de la puissance de la vidéo. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mise à distance. Vous prenez la vidéo pour ce qu'elle est et quasiment pour la vérité avec un grand V. Sans se préoccuper d'ailleurs de savoir s'il s'agit d'une vidéo trafiquée ou montée différemment. Lorsque vous présentez une vidéo dans un dossier, vous n'avez pas systématiquement une authentification de la dite vidéo. Avocats, juges et magistrats se forment sur le tas à l'usage juridique de la vidéo. Une formation plus poussée semble nécessaire pour trouver la juste distance. D'ici là, la méfiance sera de rigueur lors du procès des agresseurs des journalistes de LCI le 10 avril prochain à Rouen.